Est-ce qu'il y en a qui croient encore que le sida est contagieux? Y en a-t-il qui croient encore que le sida est dû au virus, rétrovirus HIV? Vous êtes mieux de ne pas répondre. C'est la plus grande imposture du siècle. En termes de crimes contre l'humanité, ça vient en deuxième après les vaccins. Alors, je résume et je dis clairement. 1. Le sida n'est pas une maladie, c'est un ensemble, c'est un syndrome. Donc, un ensemble de signes et de symptômes communs à plusieurs maladies. SIDA veut dire syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, un syndrome, je viens de vous dire ce que c'est, des signes et des symptômes communs à plusieurs maladies. Qu'est-ce qu'elles ont de commun, ces maladies? Elles ont une immunité, une déficience immunitaire acquise. Ça veut dire que c'est pas congénital, qu'on n'est pas venu au monde avec. Donc, plusieurs maladies peuvent se manifester lorsque le système immunitaire, le système de défense est déficient. Merci de nous avoir entravés, enchaînés, mis à fond de cale, transportés en Martinique, réduits dans un état de bête de somme. Je leur réponds et vous voyez, c'est à mon avis une des illustrations encore de ce que l'État colonial et l'État post-colonial français a institué dans le cadre de l'assimilation notamment, en faisant de nous des sortes de schizophrènes. Ceux qui sont dans les revendications de leurs droits parce qu'ils sont légitimes à le faire, et les autres qui, n'ayant pas connaissance du passé, font fi de celui-ci pour dire finalement, comme l'État-providence nous rend service, il nous donne des subventions, il nous donne le RSA, il nous donne des allocations familiales, ne demandons pas plus que ce à quoi nous avons droit, en occultant totalement qu'étant des descendants d'Africains réduits en esclavage, le premier des droits qu'ils doivent réclamer, c'est celui de la réparation. Moi, vous savez, si nous prenons la problématique des réparations, vous voyez, moi, ma position a toujours été la même. Je suis pour les réparations. Financières, on parle bien de réparations. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Pas que financier, à tous les niveaux. Bon. Mais la chose, c'est que ce qu'il y a de particulier, c'est justement d'aborder la question avec les gens qui ne sont pas d'accord. Vous voyez l'affaire? Parce que il faut essayer de voir, mais comment peut-on organiser l'injustice à ce point-là? Vous avez le Zimbabwe. Un changement politique qui arrive il n'y a même pas 15 jours. Et quelle est la première chose qu'on met sur le tapis? Les réparations pour les colons anglais. Donc, le Zimbabwe doit payer des réparations à des colons qui ont agressé les Zimbabwéens pour voler leurs meilleures terres. Mais puisque ça a marché aux Antilles. Et on trouve normal. Ça a marché aux Antilles. Voilà, mais on trouve normal de venir dire que c'est aux Zimbabwéens de payer les réparations aux colons impérialiste. Mais c'est l'habitude européenne, puisque oui, Haïti a dû acheter finalement... Oui, mais c'est ça. Mais maintenant, quand ce sont les victimes qui posent la problématique des réparations, comme par hasard, vous voyez, il y a toujours un problème. Donc, vous voyez bien que la problématique des réparations est une problématique raciale. Il faut se le dire clairement. Parce que quand ça concerne les Occidentaux, comme par hasard, il n'y a jamais de problème. Mais quand ça concerne un peuple du Sud, peu importe le peuple, il y a toujours des problèmes. Parce que c'est un rapport de force et c'est un problème racial. Et ça, c'est pas de notre faute, c'est un constat. On est obligé de constater que quand vous avez ouvertement posé la problématique des réparations des colons au Zimbabwe sur France 24, là vous dites que quand même, mais dans quel monde on vit, quoi? Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est ça qui est quand même marquant. C'est-à-dire il faut que les gens qui ne sont pas d'accord comprennent bien
que la problématique, c'est pas les réparations. Il faut bien comprendre ma position. Le problème sérieux, le plus important, c'est qu'il faut introduire la morale dans une page d'histoire qui n'a que trop duré. Parce que nous sommes dans l'immoralité la plus totale. On a dédommagé des colons, on ne dédommage pas les victimes et on vient organiser une géométrie variable pour dire non, on ne va pas dédommager. Ce n'est pas normal. Parce que la première victime, c'est la vérité. La deuxième victime, c'est la morale. Après, on organise l'escroquerie intellectuelle à tous les étages de la fusée. Et ça, faut être quand même un minimum sérieux. Justement, aujourd'hui, au tribunal de grande instance à Pointe-à-Pitre, vous parlez des réparations à très juste titre. Il y a ce procès, ce fameux procès qui oppose les afrodescendants et certaines organisations de défense des peuples noirs, qui oppose donc ces organisations à l'État français, qui est accusé pour les crimes commis pendant la période esclavagiste, lors des réquisitoires, effectivement, puisqu'une pléiade d'avocats, effectivement, défendent cette cause. À un moment donné, il a été abordé le fait de permettre, en fait, lorsque l'on demande réparation, j'ai beaucoup aimé cette présentation, le fait que quand on demande réparation, en fait, c'est pour permettre à l'homme européen, donc l'Ocoderm, en fait, de réintégrer, lui, l'humanité. Parce qu'en déshumanisant, effectivement, l'homme noir, sciemment, il essaie de déshumaniser lui-même et que reconnaître à tous les niveaux, pas simplement sur une loi mémorielle, mais réparer aussi financièrement et tout ce que ça induit, ce serait leur permettre de réintégrer l'humanité. Parce que vous êtes dans une situation où l'Europe est jugée partie. Il n'y a pas de neutralité dans le bourreau qui se juge. Mais attendez, il faut être quand même un petit peu sérieux. Moi, j'ai toujours dit que c'est une affaire qu'il faut régler le jour où le juge n'est pas occidental. Parce que tout autant que vous êtes jugé parti, mais c'est pas de la justice. Il faut être quand même un petit peu sérieux. Vous voyez, il y aurait eu n'importe quel autre peuple ou personne d'ascendance d'une autre civilisation à la place du juge, vous auriez une orientation différente des débats. Est-ce que vous voyez ce qui est par là? Mais là, quand vous êtes dans une problématique, vous avez un individu qui est jugé parti, ah ben, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne va organiser que l'escroquerie intellectuelle. Et ça, il faut se le dire clairement. Est-ce que vous voyez l'affaire? Mais la chose, c'est justement de continuer à avancer. Parce que le combat pour les réparations est un combat non seulement qui est juste, mais c'est un combat qui est moral. Vous voyez ce qui est par là? Les Indiens d'Amérique, prenons même du Canada et autres, ont mené ce combat. Vous voyez? Et je dirais, on n'a entendu personne venir dire, oui, voilà, les Indiens aussi demandent réparation. Mais pour l'entier, c'est différent. Mais attendez, mais c'est quand même extraordinaire cette affaire. Mais c'est quand même extraordinaire cette affaire. Oui, mais quand on a fait passer effectivement la départementalisation, le fait de franciser, d'assimiler. Non, il faut bien comprendre une chose. Toutes les expériences qui ont été menées en termes d'assimilation forcée ont été des échecs. Il y a eu un article dans le journal Le Monde qui a traité de cette problématique-là, parce que l'Australie a été un terrain d'expérimentation, le Canada a été un terrain d'expérimentation de l'aliénation par l'éducation scolaire, voire même le fait de prendre un enfant indien et de l'amener dans une famille européenne pour le forcer à oublier sa culture. Tout ça n'a été finalement, ça s'est soldé par des échecs. Donc tout le monde sait aujourd'hui que lorsque un enfant va à l'école et qu'il ne peut pas parler le créole, comme je dirais, attendez, vous avez chez vous une diversité de cultures qui constitue une richesse. Qu'est-ce qui fait que cette richesse ne peut pas s'exprimer dans le cadre d'un apprentissage? C'est votre penchant colonialiste. Il faut se le dire clairement, mais ça sert à rien de tourner autour du pot. Parce qu'on va tourner autour du pot, on va perdre du temps et on finira par dire finalement c'est quoi. Autant le dire d'entrée de jeu. Vous voyez ce que je veux dire par là? Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de temps à perdre. Il faut appeler un chat un chat. Parce que moi, je vois, il y a beaucoup d'écoles à travers le monde où les enfants ont la capacité de parler leur langue maternelle et d'avoir la langue nationale. Sans que ça ne dérange personne. Parce qu'on veut miser sur la positivité de toutes les cultures, c'est-à-dire les apports positifs de ces cultures dans un brassage qui permet de tout simplement compter sur les esprits les plus pragmatiques de la nation. Vous voyez l'affaire? D'où qu'ils viennent d'ailleurs. C'est-à-dire que on voit bien qu'on revient à la case départ. Parce que aujourd'hui, vous savez, moi quand je vais dans le sud de la France, les Occitans, ils peuvent parler occitan dans le cadre de l'enseignement. Les Bretons, vous avez vu où ils en sont aujourd'hui, on parle breton dans les écoles, c'est-à-dire ça se fait partout.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc un petit peu bizarre. Chaque fois qu'on franchit l'Atlantique, il y a une partie de l'intelligence occidentale qui se perd en chemin. Vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire. N'est-ce pas? Blitzkrieg, guerre éclair. C'était quel genre de guerre? Eh bien, les Belges, les Français, ils pensaient toujours 14-18, nous sommes là dans nos tranchées, ligne Maginot, où sont-ils? Quand ils arriveront, ce sera comme en 17 à Verdun. L'avantage, c'est la défense, n'est-ce pas? Alors, Hitler le savait, les Allemands savaient. Au lieu de ça, les Allemands ne sont pas arrivés, tout d'un coup, ils étaient là, oui, mais là-bas et là-bas aussi. Parce qu'ils allaient arriver avec Stuka, avec des chars, avec l'infanterie, l'artillerie. Et en quelques heures, c'est terminé pour les Belges à Eben-Emal, n'est-ce pas? Alors, c'est ça, donc, le système guerre éclair. Mais pour faire la guerre éclair, il faut des chars rapides, des camions pour transporter les troupes en toute vitesse, n'est-ce pas, pour percer vers Abbeville. Hein. Il faut aussi encore de l'essence. Beaucoup d'essence. Où est le pétrole en Allemagne? Eh bien, la dernière fois que je suis allé en Allemagne, il y avait beaucoup de bière, surtout en Bavière, mais j'ai pas vu de puits de pétrole. Alors, l'Allemagne devait et doit toujours importer chaque goutte de pétrole, d'essence. D'autre part, d'où venait l'essence avec laquelle les chars américains, allemands ont percé sur Abbeville, Paris, plus tard, avant, Varsovie, plus tard, Leningrad? Eh bien, demandez à Texaco, et demandez à Exxon, c'est eux qui ont fait. Et ils ont gagné beaucoup de sous là-dessus. En 39, oui. En 40, oui. En 41, oui. Vous savez, en été 41, quand les chars allemands se trouvent devant Moscou et Leningrad, vous savez quel pourcentage de huile à moteur donc utilisée par les Allemands venait des sources américaines? Un chercheur allemand m'a montré le document. Donc, l'huile à moteur, très important, n'est-ce pas? Pour dire en façon belge, 96%, 96%.